déjà, il faut bien comprendre que la planète appartient à tous et que c'est à tous de faire des efforts. Et que c'est pas parce que d'autres en font pas que nous, on ne doit pas en faire, parce que les efforts qu'on fait, ils valent pour nous, ils valent pour notre santé et ils valent pour tous. Aujourd'hui, et c'est un drame, les prix de l'immobilier ont augmenté plus vite que les salaires. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut réduire l'écart entre le brut et le net. Moi, j'ai aucun problème à dire à des promoteurs qui m'avaient proposé par exemple de construire 5 maisons sur un terrain de 20 arts, non c'est trop, là ça densifie trop. On serait plus dans un village, on serait dans une ville. Ce qui fait réussir Zimmerbar, ce qui fait réussir la France, c'est pas l'État, pas le maire, c'est les gens. Et moi je suis convaincu que notre rôle, et c'est la beauté de la politique, c'est de permettre aux gens de réussir. Parce que s'ils réussissent leur vie, ils feront réussir Zimmerbar, ils feront réussir la France. Vous écoutez le podcast Les gens d'ici et je vous en remercie. Je suis Gauthier Herzog, conseiller immobilier alsacien, plus spécifiquement dans le Rhin. Si vous avez un projet de vente, d'achat, besoin d'une estimation ou simplement besoin de conseils, je me ferai un grand plaisir de vous accompagner. Vous pouvez me contacter, mes coordonnées seront dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre soutien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode du podcast Les gens d'ici, le premier podcast qui donne la parole à toutes les personnes et les acteurs qui touchent de près ou de loin les métiers liés à l'immobilier. Et aujourd'hui, on a notamment la chance d'avoir comme invité M. Benjamin Ouin, maire de Zimmerbar. Bonjour Gauthier. Comment vas-tu? Très bien et toi? Bravo pour cette initiative. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. Avec grand plaisir. Qui fait toujours plaisir d'ailleurs. Alors, le but du podcast, c'est un podcast sans chichi et sans langue de bois. C'est ce que tu aimes en plus. Très bien. Et c'est vraiment le but d'avoir une conversation longue. Aujourd'hui, les 3 thèmes qu'il y aura, ça va être l'écologie, la démographie et l'aménagement urbain dans nos communes. Parfait. Benjamin, présente-toi. Avec grand plaisir. Donc bonjour Gauthier, bonjour à tous tes nombreux auditeurs, j'espère, de cette très belle initiative pour laquelle je te félicite encore, de même que je te félicite d'ailleurs pour toutes les initiatives que tu prends. Ça fait vraiment plaisir de voir des jeunes qui s'engagent. Donc moi je suis maire de Zimmerbar, j'ai 33 ans, je m'appelle Benjamin Huin. Et je suis fier de Zimmerbar quand je vois des jeunes qui s'engagent, quand je vois nos associations, quand je vois nos viticulteurs, quand je vois nos entreprises. Et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, donc je suis maire depuis 2021. Comme j'ai la fierté de le dire, je suis maire du plus beau village du monde parce que j'ai la conviction qu'on est le plus beau village du monde. Voilà. Bon bah super, comme ça la couleur est donnée, Tout à fait. le ton est donné aussi. Tu es d'ailleurs l'un des plus jeunes maires de France et le plus jeune maire du Haut-Rhin. Alors je suis le plus jeune maire du Haut-Rhin en effet, et j'espère que je ne serai plus le plus jeune maire du Haut-Rhin à partir de mars 2026 ou d'avril 2026, parce que ça voudra dire qu'il y a d'autres jeunes et plus jeunes que moi qui seront devenus maires, et il n'y a rien qui me fera plus plaisir de voir d'autres jeunes qui s'engagent dans la vie publique et pour leur village comme je l'ai fait moi. Pour les gens qui nous écoutent, on sait qu'aujourd'hui les petites communes ont du mal à trouver des nouveaux maires, des nouveaux élus. Toi, si tu aurais un message à faire passer, qu'est-ce qui t'a donné si jeune envie d'être maire d'une commune comme Zimmerbar? Moi en fait c'est très simple, j'aime Zimmerbar, j'aime mon village, j'aime ses habitants, j'aime ses viticulteurs, j'aime ses entrepreneurs, j'aime ses commerçants, j'aime ses associations et j'aime être avec les gens. J'ai la passion des gens, j'ai la passion du service public, j'ai la passion de la France et j'ai la passion de tous les sujets qui touchent de près ou de loin à leur vie et j'ai envie de les aider. Et maire, c'est ça. Maire, c'est un mandat magnifique parce qu'en plus d'être au contact avec les gens, en plus d'agir sur tout un tas de sujets extrêmement différents, et on y reviendra ensemble d'ailleurs, on est au contact des gens, on les aide, on trouve des solutions concrètes. En fait, on rend un peu l'impossible possible. Avant Zimmerbar, il n'y avait pas de bus, maintenant il y a un bus. J'espère que un jour, on fera aussi d'autres choses. Là, il n'y a pas de crèche, peut-être qu'un jour, il y aura une crèche. Voilà, c'est tout ce genre de choses qu'on peut faire. Et moi, ce qui me plaît beaucoup quand on est maire aussi, moi, je n'ai aucune étiquette politique. Et moi, je crois dans l'importance de travailler avec toutes les gens de bonne volonté qui partagent une même vision du bien commun. Et ça, c'est ce qu'on fait. Dans mon conseil municipal, il y a des gens du centre, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite. Et on se met ensemble parce qu'on a une même vision commune, une même envie de bien faire les choses. Et on se rassemble, on se retrousse les manches et on bosse au service des gens. Bon, c'est super. Si on peut résumer tout ça, finalement, ta conviction profonde, c'est d'être au service des habitants, pour les habitants et pour la commune. Absolument. Et justement, alors, ta vie avant d'être maire, raconte-nous un petit peu ton parcours. Moi, j'ai grandi à Zimmerbar, j'ai eu cette immense chance-là qui a aussi été la tienne, évidemment. Et en fait, moi, mon premier engagement pour Zimmerbar, ça a été avec
amis de créer le club de foot, le FC Zimmerbar, le football club de Zimmerbar, quand on avait 19-20 ans. Ça a bien marché. Ensuite, bon, moi, mon rêve, c'était d'être joueur de foot. Il se trouve que j'étais moins bon pour le foot que pour l'autre de ma grande passion, que sont les livres. Et donc, j'ai commencé par faire des études littéraires en Hippocagne et en Cagne. Ensuite, j'ai intégré l'école normale supérieure, où j'ai étudié la philosophie, l'histoire et la littérature. Mais en fait, j'avais envie d'être utile concrètement aux gens, à mon village et à mon pays. Et petite anecdote, j'étais élève de l'École nationale d'administration que j'ai faite après les études littéraires. Et j'étais à l'ambassade de France en Russie, dans le bureau de l'ambassadrice. Mon téléphone sonne. On était en 2019 et là, c'est l'ancien maire, mon prédécesseur, Jacques Muller, qui m'appelle. Moi, j'étais dans le bureau de l'ambassadrice et j'étais un peu gêné. Et elle me dit, si c'est le maire, il faut répondre. Et donc, j'ai dit, oui, monsieur le maire, bonjour. Et là, il me propose d'être sur sa liste. Et donc, c'est un peu comme ça que tout a commencé. Et ensuite, je suis devenu maire. Voilà. Bon, en tout cas, un magnifique parcours qui va encore durer. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Le but du podcast aujourd'hui, c'est aussi de parler d'immobilier, de voir ta vision sur l'immobilier, les enjeux d'aujourd'hui, mais surtout les enjeux de demain. Tu sais comme moi qu'on est à la porte d'une nouvelle ère sur l'écologie, la démographie et l'urbanisme. Ce que je te propose maintenant, on va passer sur la rubrique sur l'écologie. Quelle est ta vision, toi, globalement sur l'écologie en France? Ce qui est évident, c'est que l'écologie, c'est un des enjeux du siècle, qu'il faut il faut tout faire pour sauver la planète, protéger la santé, parce que c'est un enjeu de santé. Mais je pense que c'est aussi une formidable opportunité pour nos entreprises, pour nos agriculteurs, de développer leur activité. Et je pense qu'il faut concilier climat et économie, agriculture et écologie, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors très concrètement, à Zimmerbar, moi je dirais qu'on a plusieurs enjeux. On a un premier enjeu qui est de réduire la pollution, ce qu'on appelle décarboner, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Deuxième enjeu, c'est protéger la formidable nature qui nous entoure, nos vignes, nos forêts, nos champs, l'eau. Troisième enjeu, c'est de soutenir la production d'ici. Plus il y aura de la production d'ici, ça fait le lien d'ailleurs avec les gens d'ici, qui est le nom du podcast, si on promeut l'agriculture d'ici, la viticulture d'ici et les entreprises d'ici, il y aura moins de déplacements, moins de transport, moins de production importée, moins de pollution importée. Et en plus, on créera des emplois, etc. C'est pour ça que j'aide que économie et écologie sont parfaitement compatibles. Et le dernier enjeu, c'est d'aider les gens. Et donc, on a des actions sur ces 4 grands enjeux: polluer moins, protéger notre environnement, produire ici, et aider les gens à faire des gestes vertueux pour l'environnement. Donc, on peut revenir sur chaque. Alors justement, nous deux qui sommes je veux dire, au quotidien au contact de la population, alors que ce soit à Zimmerbar ou dans d'autres communes, comment aujourd'hui tu sens la sensibilité des personnes sur l'écologie? Est-ce que tu trouves qu'ils sont assez informés, qu'ils sont assez sensibles à ces enjeux-là? Moi, j'ai des clients qui sont presque climato-sceptiques. Ils me disent aujourd'hui, la France, on est l'un des pays les plus verts d'Europe, voire du monde. Pourquoi nous, on devrait faire des efforts alors que les voisins ne le font pas? Quel serait ton message à leur faire passer finalement? Déjà, il faut bien comprendre que la planète appartient à tous et que c'est à tous de faire des efforts. Et que c'est pas parce que d'autres en font pas que nous, on ne doit pas en faire, parce que les efforts qu'on fait, ils valent pour nous, ils valent pour notre santé et ils valent pour tous. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est pas parce que les autres agissent mal que nous, on doit moins bien agir. Moi, je pense que les gens, ils demandent qu'une chose, c'est qu'on leur donne les moyens d'agir. Je prends un exemple. Si on dit aux gens, arrêtez d'utiliser votre voiture individuelle, mais qu'il n'y a pas de transport en commun, ils ne le feront pas. Donc moi, qui ai grandi à Zimmerbar, je sais ce que c'est que de galérer parce qu'il n'y a pas de bus. Et quand je suis devenu maire, je me suis rendu compte que les jeunes galéraient, mais que les plus âgés, qui ne peuvent plus conduire, qui n'ont plus de voiture, qui ont peur au volant, ou simplement qui veulent en passer, il n'y a pas de solution de bus non plus. Et il y a tout un tas de gens qui bossent, qui préféreraient, pour
réduire leurs frais d'essence, pour réduire leurs frais kilométriques ou tout simplement pour protéger l'environnement, Bien sûr. moins utiliser leur voiture et prendre un bus, un train, etc. Et donc, je me suis battu auprès de Olmar Agglomération et je remercie le président de l'agglomération Extroman qui a accepté de faire un bus par heure qui relie Olmar à Zimmerbach. Et ce bus est très emprunté. Il est emprunté par les plus âgés, il est emprunté par les gens qui bossent et il est emprunté par les jeunes. Et voilà, donc ça c'est une solution concrète qui aide les gens, qui permet aux gens de se déplacer en protégeant l'environnement et en plus en protégeant leur pouvoir d'achat parce qu'à la fin des fins, moins de frais de parking, moins d'essence, sûr. moins de révision. Qui reste la priorité kilométrique. numéro une des Français aujourd'hui, hein, le pouvoir d'achat. Ouais. C'est Mais il bien faut aider les gens. Il faut aider les gens. Exactement. C'est bien que tu en aies parlé. Tu as mis des actions pour la commune. Et aujourd'hui, toi, en tant que maire, comment tu fais pour concilier budget public et les moyens que tu vas mettre pour l'écologie, pour la rénovation énergétique et tout ce qui s'ensuit? Bah, c'est une excellente question. Je pense que pour protéger l'environnement, il y a des investissements qui sont nécessaires, mais que ces investissements, il y a un retour sur investissement climatique parce que ça aide l'environnement et il y a un retour sur investissement budgétaire. Je prends un exemple extrêmement concret. Depuis 2 ans, on est en train de mettre tout l'éclairage public en LED. Donc avant, c'était pas du LED, là c'est du LED, donc ça fait des économies d'énergie et ça fait aussi des économies budgétaires. Là, les premiers chiffres, c'est qu'on a réduit de 16% la consommation d'électricité et on a réduit de 7% nos dépenses éclairage public. Donc c'est bon pour le budget et bon pour notre planète. Donc, autre exemple, on a remplacé notre chaudière au fioul de l'école et du périscolaire par une chaudière granulée bois, ce qu'on appelle le pellet. Ouais. Et ça fonctionne bien aussi. J'ajoute aussi que si on fait tout ça, avec du bois d'ici, etc., ça nous permet d'être moins dépendants des importations du Moyen-Orient et des pays qui ne nous veulent pas nécessairement du bien et envers lesquels on est trop dépendant encore. Bien sûr, on est dépendant énergétiquement à certains autres pays. Bien sûr, ouais. Moi, j'ai cet argument-là qui me marque souvent, des clients qui me disent, écoutez, Gauthier, monsieur Arthur, enfin peu importe, on adorerait faire les travaux de rénovation de nos maisons, une isolation, mettre une chaudière à pellet, mais on n'a pas le budget. Toi, si demain, quelles mesures tu mettrais en place pour justement aider ces personnes-là? Il y a des choses qui ont déjà été faites, donc des prêts à taux zéro, des aides de l'État pour les travaux de rénovation énergétique. Mais est-ce que tu trouves que toutes ces aides-là sont suffisantes pour aider les clients et justement les accompagner dans ces travaux-là, dans la rénovation énergétique? Moi, je suis persuadé que les gens sont pleins de bonne volonté, mais qu'ils ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire, surtout les personnes qui ont des revenus plus modérés. Bien sûr, je pense qu'il faut que MaPrimeRénov', qui est l'aide qui aide les gens à faire la rénovation énergétique de leur logement, soit ciblée sur des rénovations énergétiques efficaces pour la planète, qui réduisent les dépenses et aussi ciblée sur les gens qui en ont le plus besoin. Je pense qu'il y a un problème avec l'argent public, c'est qu'on le dépense un peu à tort et à travers. À tort parce qu'il y a trop d'actions publiques sur des domaines où peut-être qu'il n'y a pas besoin que l'État aille parce que le secteur privé est là, parce qu'il y a les collectivités qui sont là, et à travers parce que parfois on arrose le sable, on cible mal. Voilà, donc je pense que MaPrimeRénov', c'est bien, mais il faut bien le cibler sur les gens qui en ont le plus besoin et sur les travaux qui sont le plus efficaces à la fois pour l'environnement et pour les gens. Il y a un autre enjeu à Zimmerbach qui est fondamental, c'est la forêt. On est entouré de forêts. La moitié de notre banc communal, c'est de la forêt. Et donc, la forêt, c'est un lieu évidemment de ressources, déjà de ressources pour nous, parce qu'on peut s'y promener, on peut aller courir, on peut faire du VTT, des trails, tout ce qu'on veut. Tout un tas de choses. C'est une réserve de biodiversité, évidemment, de faune et de flore, et c'est un lieu de capture de CO2, les arbres, etc. Sauf que notre forêt, elle est en danger. Elle est en danger à cause du dérèglement climatique, du réchauffement climatique et de la sécheresse et de la prolifération du gibier. Donc, moi, j'ai un premier enjeu en forêt, c'est de me dire quelles essences d'arbres, quel type d'arbres je dois planter aujourd'hui pour avoir une forêt résiliente à 1,8 degré de plus dans 50 ans, 2 degrés de plus dans 50 ans. Et donc, pour faire ça, on a planté des essences qui sont dans le sud. Exemple, on a planté du pin des Landes dans notre forêt à nous. Ouais. Deuxième enjeu, il faut protéger la forêt des dégâts de gibier. Et donc, on fait des protections collectives, donc des enclos avec des arbres pour qu'il y ait de la régénération naturelle, pour que les arbres puissent se pousser.
Et on fait des protections individuelles avec des différents bénévoles que je remercie. On met des petites pincettes sur la cime des arbres pour protéger le bourgeon afin que les arbres puissent grandir et puis s'épanouir. Ok, bon bah, au moins c'est clair. Tout à fait. Et maintenant, si tu avais un message à faire passer à cette jeunesse, un message d'espoir peut-être sur l'écologie, que tout n'est pas perdu finalement. Aujourd'hui, quand on regarde les médias, on peut être presque angoissé finalement. On se dit rien ne va, que ce soit au niveau écologique, au niveau économique, au niveau géopolitique. Si tu aurais un message à faire passer justement sur cette écologie-là, à la jeunesse, un message d'espoir. Et je crois qu'il faut être conscient mais confiant. Conscient de l'urgence climatique mais confiant sur notre capacité collective, celle des individus, celle des entreprises, celle des collectivités, celle de l'État, à le résoudre et à agir. Et moi, je suis convaincu qu'on peut y arriver. Je suis convaincu que la technologie nous aidera. Je suis convaincu que nos convictions nous aideront aussi. Et je suis convaincu qu'il y a des tas de solutions. C'est ce que je dis avec la lettre, c'est ce que je dis avec la Bien sûr. forêt qui nous y aide. Donc, soyons conscients des difficultés de l'urgence climatique, mais confiants sur notre capacité collective à y répondre. Bon, bah, au moins un beau message d'espoir. Maintenant, on va passer à la thématique numéro 2, la démographie en France, dans les petites communes et comment justement les petites communes font pour s'adapter à cette démographie-là. Alors, quand on dit la démographie aujourd'hui, c'est un phénomène qui n'est quasiment jamais arrivé en France, hein, une démographie qui est aussi vieillissante, une population qui est aussi vieillissante. Et justement, on va voir comment les petites communes comme Zimmerbar et les communes en France se font pour s'adapter à cette évolution-là. Donc, Benjamin, si on peut avoir ton avis un peu sur l'évolution de la démographie, déjà au point de vue national, et puis après on ira voir au point de vue de notre belle commune. Ben, on voit que la démographie pardon, française est vieillissante, ce qui pose tout un tas de sujets, de construire plus de places dans les EHPAD, qu'il y ait plus d'aide à la prévention de la perte d'autonomie, ce qui suppose des sujets aussi au niveau des crèches, au niveau des écoles, puisque le nombre d'enfants baisse. C'est un sujet aussi économique, parce qu'évidemment, si le patrimoine et puis la richesse sont davantage concentrés, il y a une création de richesse un peu moindre et c'est un problème budgétaire aussi parce qu'on dépense énormément d'argent pour les retraites. Il faut avoir en tête que 25% des dépenses publiques, c'est les retraites et que la France dépense hélas moins pour son école que les autres pays européens, mais qu'elle dépense plus pour son modèle social. Et comme il y a moins d'activité économique, comme il y a moins de croissance démographique, on n'a plus les moyens de notre générosité qui est très belle, mais il faut encore la financer. Et pour Zimmerbar, on est un peu pris là-dedans. Donc sur une période très longue, depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, c'est évident que notre population a augmenté. En revanche, si on prend de la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, notre population a un peu baissé. Voilà. Donc elle a énormément augmenté, elle a doublé en gros entre la fin des années 70 et les années 2000. Et depuis le milieu des années 2000, pour différentes raisons, l'augmentation du prix de l'immobilier, le fait que les jeunes n'ont pas nécessairement d'emploi ici, et qui partent, elle a un peu baissé. Donc on est passé en gros de proche de 900 milieu des années 2000 à 830, 850 aujourd'hui. Ok. Moi, ce que je vois souvent au quotidien, en fait, finalement, dans le métier, c'est que j'ai de nombreux clients qui ont une attache pour les communes, mais comme personne ne pourrait en avoir. Ils sont amoureux de leur village, ils ont grandi dans ces communes-là, ils ont vieilli dans ces communes-là, et ils veulent y rester. Aujourd'hui, comment une commune comme Zimmerbar pourrait adapter une offre adéquate à ces clients-là, qui soient justement restés dans les petites communes, mais avoir à côté de ça un médecin, une maison de plein pied, un appartement aux normes PMR, les commodités à côté. Comment on peut adapter finalement cette offre? Mais ce qui est formidable avec Zimmerbar, au fond, c'est que vous avez tous les avantages de la campagne, le cadre de vie, les vignes, la forêt, la rivière, etc. Avec tous les avantages que suppose la proximité d'une ville comme Colmar à 15-20 minutes, y compris en bus. Voilà, donc ça, c'est très bien. Alors, que fait-on? Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'était que la part des 15-30 ans à Zimmerbar et la part des plus de 75 ans était plus faible que dans la moyenne nationale. Donc ça veut dire que c'est dur de commencer sa vie d'adulte à Zimmerbar, c'est dur de trouver un bien immobilier pour commencer sa vie d'adulte à Zimmerbar. Et comme les vieilles maisons alsaciennes ne sont pas nécessairement adaptées quand on vieillit un peu, c'est dur de faire la dernière partie de sa vie à Zimmerbar. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que pour les jeunes familles,
Exemple, on a augmenté la capacité d'accueil du périscolaire parce que pour une famille, c'est extrêmement important Sûr. qu'entre midi et 2, les enfants puissent être gardés. Le soir après l'école aussi, on les accueille jusqu'à 18h40 et avant même les classes, on les accueille à partir de 7h30 gratuitement d'ailleurs. Et pour les plus anciens, ce qu'on a fait, c'est avec la collectivité européenne d'Alsace, avec Alsace Senior, avec la conférence des financeurs, on a fait des cours de gym gratuits pour les plus de 60 ans. Donc, une très bonne initiative. Absolument. Et ça les aide à se maintenir en forme et à vivre plus longtemps seuls dans leur maison. Et ça crée du lien social aussi. Bien sûr. Maintenant, je pense qu'on peut on peut faire encore mieux. Exemple, pour les jeunes familles, on va essayer de faire une maison d'assistante maternelle. Ça, c'est important. Pour les anciens, peut-être que s'il y a des opportunités de nouveaux logements, on peut réfléchir à des maisons à des 2-3 pièces, plein pied, voilà, pour que les anciens puissent déménager à Zimmerbach dans un logement plus adapté et libérer ainsi de l'espace pour des jeunes Pour les familles plus qui jeunes, s'installeraient absolument. justement, un sujet qui est important, et je sais que tu es attaché à ça, maintenir à l'école. Ouais. Moi, je vais donner un exemple très précis d'ailleurs. Je vends souvent des maisons à Zimmerbach, Walbach, dans ces secteurs-là où le prix au mètre carré est très cher. On a souvent deux types de biens, soit des maisons alsaciennes qui vont être moins chères, mais il y aura beaucoup de travaux à faire, justement des travaux de rénovation énergétique, ou des maisons qui vont être plus grandes, des maisons de 100 mètres carrés, 120 mètres carrés, 150 mètres carrés, avec du terrain, mais qui vont être bien plus chères. Et comme tu l'as très bien dit, ces gens ont souvent moins de pouvoir d'achat, moins d'apport, pardon. Et finalement, comment faire pour attirer ces jeunes familles et aussi après tisser le lien entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, tout en préservant l'identité de la commune? C'est des excellentes questions et très lourdes et très importantes et qui m'animent au quotidien. Très concrètement, pour aider les gens à faire des travaux de rénovation dans ce qu'on appelle le village alsacien, le vieux village de Zimmerbach, donc le cœur historique, on a mis en place d'ailleurs avec la collectivité européenne d'Alsace et l'agglomération, et donc notre commune, un dispositif d'aide à la préservation de la maison alsacienne. Donc si par exemple vous entretenez vos lombages, si par exemple vous entretenez votre vieux porche alsacien, ou si par exemple vous entretenez le grès des Vosges qu'il y a sur les angles de votre façade, il y a des aides de notre commune, de l'agglomération et de la collectivité européenne d'Alsace. Et il y a même un particulier à Zimmerbach qui a eu le droit par exemple à cette aide pour la première fois, puisque c'est une aide qu'on a mis en place il y a 1 an il me semble. Bien sûr. Bon, ça c'est une excellente nouvelle, en tout cas pour les gens qui veulent venir s'installer dans notre beau village. Et un argument qui me revient souvent, j'ai la chance de vendre des très belles maisons alsaciennes qui ont un charme mais, incroyable. Mais l'argument que les gens vont avoir, c'est de me dire on adorerait habiter là, mais par contre les travaux sont soumis aux ABF, architectes des bâtiments de France. Ce n'est pas le cas dans toutes les communes, mais c'est souvent très réglementé. On aimerait refaire une toiture, changer les menuiseries. Mais aujourd'hui, le problème, c'est si on adapte les menuiseries, la fenêtre, la toiture, la charpente et tout ce qui va avec, justement avec les normes qui sont mises en place, c'est des budgets qui font 2 à 3 fois plus cher qu'une simple rénovation. Aujourd'hui, justement, comment inciter ces jeunes, encore une fois, à venir faire les travaux, entreprendre pour maintenir les commerces, les associations aussi. Moi, je pense au Raisin d'Or, à toutes les associations qui sont mises en place à Zimmerbach, l'école aussi. Je pense qu'il y a 3 sujets. Il y a un premier sujet, c'est tous les services qu'on offre à des jeunes familles. Et là, c'est la cantine, des assistantes maternelles, un lien avec Colmar par des transports en commun, tous les différents services, écoles, etc. Deuxième chose, c'est des aides de l'État à la rénovation et des aides locales, comme on l'a fait, de préservation de la maison alsacienne. Après, il y a un troisième sujet qui ne dépend pas du maire, mais qui dépend de l'État. C'est juste qu'aujourd'hui, et c'est un drame, les prix de l'immobilier ont augmenté plus vite que les salaires. Et moi, ma conviction, c'est qu'il faut réduire l'écart entre le brut et le net, en baissant les cotisations sociales, les charges sociales qui réduisent en fait sur la feuille de paye des gens l'écart entre le brut et le net. Donc ça, c'est absolument essentiel. Donc je pense qu'il y a 2 types d'actions que nous, on peut mettre en place. C'est faire en sorte qu'il y ait tous les services tout au long de la vie.
Moi, ma conviction, c'est que Zimmerbach doit être le village du bien vivre tout au long de la vie, euh, quand on est jusqu'à la fin de sa vie. Deuxièmement, des aides à la rénovation de l'État et des aides locales. Et enfin, il y a un vrai sujet, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat des gens. Bien sûr. Et pour ça, à mon avis, il faut moins de cotisations sociales et réduire l'écart entre le brut et le net. Voilà. Ok, bon bah comme ça c'est très clair, ça va nous permettre justement de faire la transition sur le dernier sujet, hein, donc l'aménagement urbain à Zimmerbach, comment adapter bah, justement des nouvelles constructions pour la population, et aussi je pense que les deux ensemble on a cette conviction on adore nos communes, Mm. on adore le charme qu'elles ont, Tout à fait. mais d'un côté il y a aussi un besoin, il y a des dents creuses, on pense à des terrains qui sont constructibles et libres, une demande immobilière qui est de plus en plus forte, de se réadapter aussi d'un point de vue de l'offre immobilière sur le marché. Comment aujourd'hui on pourrait adapter des nouvelles constructions tout en gardant l'identité d'une commune, en maintenant le charme de cette commune, finalement ce que tout le monde demande. Ouais. Quelles actions on peut mettre en place? Alors ça c'est extrêmement important. Moi je suis très attaché à la beauté. Très attaché à la beauté de Zimmerbach, à la beauté de l'Alsace et à la magnifique beauté de la France et à sa magnifique diversité. Moi ce que j'observe aujourd'hui et ce que je déplore, c'est qu'il y a une uniformisation croissante de l'architecture. Quand on prend en France toutes les entrées de ville, c'est les mêmes presque. Parce qu'il y a des franchises que je respecte, mais ça uniformise quand même. Et de deux, parce que l'architecture, hélas, on n'en a pas assez pris soin. À la spécificité de l'architecture alsacienne, à la spécificité de l'architecture normande, à la spécificité de l'architecture basque, etc. Au fond, c'est une question d'identité. L'Alsace ne serait pas l'Alsace sans ses maisons à colombage, sans ses vignes, sans le grès des Vosges, sans les porches viticoles, etc. Donc c'est essentiel qu'on préserve notre architecture alsacienne. C'est une question de beauté, c'est une question d'identité. Et c'est l'identité de la France, au fond. L'identité de la France, c'est notre littérature, c'est notre industrie, c'est notre agriculture, mais c'est aussi nos paysages. Et la richesse et la diversité française, il faut la préserver absolument. Moi, quand je vais au Pays Basque, quand je vais en Catalogne, quand je vais au Corse, quand je vais à La Réunion, quand je vais à Mayotte, quand je vais dans le Nord, je vois des paysages très différents. Ça me rend fier, ça me rend heureux, et c'est ce qui fait la beauté exceptionnelle de notre pays. Et c'est notre singularité, c'est notre identité, il faut la protéger. Alors, comment on fait? Nous, exemple, dans notre plan local d'urbanisme, le plan local d'urbanisme, pour les spectateurs, c'est les règles qui encadrent la construction d'une maison, c'est, voilà, la hauteur des clôtures, le style des façades, etc. Bon, bah nous, exemple, dans toute la partie alsacienne et ancienne de Zimmerbach, c'est une trame protégée, on est obligé de respecter le cadre alsacien des constructions. Et ça, moi, j'y veille beaucoup. Voilà, donc là, c'est un exemple. Et justement, aujourd'hui, on est quand même dans un modèle économique où les promoteurs, les constructeurs ou les entrepreneurs, d'ailleurs, vont penser avant tout portefeuille et rentabilité, à défaut de penser au charme que nous, on adore. Comment ces personnes-là pourraient adapter leur offre en faisant des constructions avec un beau Porsche, du grès des Vosges et tout ce charme alsacien qu'il ne faudrait surtout pas qu'on perde? Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des communes qui sont attractives de par nos commerces, mais aussi de par le tourisme. Ces touristes-là viennent pour retrouver le charme alsacien. Ça serait dommage de les perdre en perdant cette identité-là où on y approche. Comment ces constructeurs pourraient faire peut-être un petit peu l'impasse sur la rentabilité pour avoir des constructions avec plus de charme, tout en répondant à la demande, à la demande future finalement? Bien sûr, alors quand on est maire, on discute quotidiennement avec des promoteurs, avec des aménageurs fonciers, avec des agents immobiliers, avec voilà. Bon, moi déjà, je vois des promoteurs et des aménageurs immobiliers qui ont ce souci-là aussi. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer les promoteurs et les maires voulant respecter l'architecture typique et les promoteurs voulant la détruire. Non, moi je vois des tas de promoteurs immobiliers qui sont attachés à ça, notamment les promoteurs locaux, etc. Bon, moi je pense que le maire doit prendre ses responsabilités. Moi je dis parfois à des aménageurs immobiliers, écoutez, si vous ne respectez pas ce que je vous dis là, je refuse la déclaration préalable ou le permis de construire, et j'ai aucun problème à le dire parce que moi mon job c'est de concilier dynamisme de Zimmerbach et tranquillité de vie, parce qu'il faut préserver le caractère résidentiel de nos villages. Si les gens vivent dans un village, c'est pas pour vivre dans une ville, première chose.
Deuxième chose, c'est de préserver l'identité architecturale et donc l'identité alsacienne et donc française de ce qu'on est. Et troisièmement, d'affirmer auprès des investisseurs ces convictions-là. Donc moi, j'ai aucun problème à dire à des promoteurs qui m'avaient proposé par exemple de construire 5 maisons sur un terrain de 20 arts, non c'est trop, là ça densifie trop, on serait plus dans un village, on serait dans une ville. Voilà, donc, mais il faut assumer ça. Tu as vraiment cette attache finalement à préserver le charme de ton village que Absolument. tu défends quotidiennement Et d'ailleurs. le charme c'est son architecture, mais c'est sa tranquillité aussi. Il ne faut pas trop densifier. Voilà. Il faut réhabiliter ce qui n'est pas utilisé. Il faut que les logements vacants soient occupés. Et ensuite, s'il y a de l'espace, alors oui, il peut y avoir des nouvelles constructions, mais ces constructions-là ne doivent pas mettre en péril la tranquillité et ne doivent pas être trop denses. Voilà. Bien sûr, et c'est d'ailleurs pour ça que les gens sont si attachés aux petites Bien communes, sûr. pour la tranquillité, pour le charme qui règne, etc. etc. Le podcast touche quasiment à sa fin, même si j'adorerais que ça dure encore bien plus longtemps. Si tu devais dire un dernier mot, comment tu vois l'avenir de Zimmerbar? C'est quoi ta vision justement? Moi, je veux je veux qu'on fasse du plus beau village du monde, le village où on vit le mieux au monde, avec des rues tranquilles et entretenues, où on se déplace librement, où on aide les aînés, où on soutient nos viticulteurs, où on accompagne les jeunes, et où on permet au fond à tous les entrepreneurs de Zimmerbar, les restaurateurs, les commerçants, les entreprises de bâtiment de réussir. Parce qu'au fond, ce qui fait réussir Zimmerbar, ce qui fait réussir la France, c'est pas l'État, c'est pas le maire, c'est les gens. Et moi, je suis convaincu que notre rôle, et c'est la beauté de la politique, c'est de permettre aux gens de réussir. Parce que s'ils réussissent leur vie, ils feront réussir Zimmerbar, ils feront réussir la France. S'ils gagnent leur vie, ils feront gagner Zimmerbar, ils feront gagner la France. Et moi, mon but, c'est de permettre aux gens de s'épanouir à Zimmerbar, parce que si eux-mêmes sont épanouis à Zimmerbar, dans leur activité viticole, dans leur activité commerciale, dans leur vie habitant, alors Zimmerbar sera épanoui. Bon, en tout cas, c'est un super message d'espoir, pleine de conviction. D'ailleurs, on sent ta sincérité dans ce message. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi Gauthier, puis bravo. Voilà, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.